si on réfléchit bien, la SIA elle a défini des phases pour permettre, on va dire, au maître d'ouvrage de pouvoir sortir de l'opération à un moment donné. Si le promoteur voit que l'opération n'est pas viable, qu'il ne va même pas pouvoir faire de proposition d'achat au propriétaire du terrain, bah, il sort. Si après l'avant-projet, tu vois que tu ne tournes pas dans ton plan financier, bah tu sors, t'arrêtes tout. Ouais. C'est pas toujours facile, parce que si tu as acheté le terrain, bah, il faut savoir quoi en faire du terrain. Faut pas qu'il te reste non plus sur les bras. La phase 2, c'est la phase la plus importante de tout le projet immobilier. Mais vraiment, c'est là où ça se passe, c'est là où il faut réussir. C'est la phase la plus incertaine exact, de toute construction. C'est là où tout le monde tremble. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Stan Wesel, fondateur de The Economist. Salut Edouard, merci pour l'invitation. Merci à toi de participer à cet épisode. On va se concentrer aujourd'hui sur les coûts de la construction, évidemment. L'économie de la construction, oui. L'économie de la construction. On va prendre un cas concret de construction d'un immeuble résidentiel, disons, et on va le décortiquer petit bout par petit bout, surtout toi, pour nous expliquer à quoi faut faire attention, combien ça coûte, step by step. Mais peut-être avant de commencer, petite introduction, présente-toi rapidement pour l'audience. Avec plaisir, Edouard. Écoute, j'ai fondé The Economist en octobre l'année passée. Si tu veux, j'ai passé une dizaine d'années en tant que conducteur travaux dans des entreprises de grosses œuvres et des entreprises générales à gérer des chantiers de construction. Alors d'abord en grosses œuvres, puis après d'une manière plus générale en entreprise générale dans des entreprises genevoises de construction. Ensuite, pendant une autre dizaine d'années, je me suis tourné vers des bureaux d'études techniques, donc spécialisés en prix. Mon travail, c'était de décrocher on va dire des appels d'offres pour ces entreprises en concurrence avec d'autres. Et là, je suis passé vraiment du côté calculation des coûts pour les entreprises de rendement, donc de grosses œuvres. Donc, c'était calculer sous détail de prix avec estimer la part salaire, matériaux, inventaire, tiers sur les différents prix unitaires, estimer le bon coefficient de frais de production 1, frais de production 2, appliquer le bon coefficient de frais généraux et trouver les bonnes optimisations techniques pour essayer de faire la différence par rapport au deuxième, disons. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie grosse œuvre. Et puis après, en entreprise générale, alors, j'étais responsable d'un bureau d'études chez Swiss Rock à Genève, où j'étais responsable d'une dizaine d'économies de la construction. Et puis, toujours dans cette même optique, avec une méthode de calculation qui est un peu différente. Mon travail, c'était de décrocher finalement de la même manière des marchés de construction en entreprise générale. Donc l'approche est légèrement différente, mais elle est tout à fait complémentaire. Ouais, voilà. Complètement. Donc quand même une grosse carrière dans l'économie de la construction. 20 ans. 20 ans dans la construction, ouais. Ok, magnifique. Donc tu es la personne la mieux placée pour nous parler de ça aujourd'hui. J'espère. Donc si on prend un cas concret, et là je cherche un terrain, je veux développer un immeuble résidentiel, je sais pas moi, 10 appartements. Voilà. Ouais. C'est quoi les étapes, vraiment ? Alors, il y a un travail qui a été très bien fait par la SIA. La SIA, c'est la Société des ingénieurs et des architectes qui ont, si tu veux, publié un croquis et qui ont un croquis explicatif qui image assez bien tout le processus immobilier. Ils ont défini 6 phases. La phase 1 à 6. D'ailleurs, tu retrouves ce croquis sur theeconomist.ch. Je l'ai mis et c'est quelque chose qu'il faut connaître, qu'on soit amateur ou professionnel. Et si tu veux investir dans un projet immobilier, tu vas commencer par la phase 1. La phase 1, c'est ce que j'appelle la prospection foncière. Donc tu vas, toi, Edouard, te mettre à la recherche d'un terrain. Il me semble que tu maîtrises assez bien le sujet. Donc tu vas essayer de trouver la perle rare, en tout cas le terrain qui correspond le mieux au développement d'un projet. Et puis une fois que tu as trouvé ce terrain, que tu trouves que ce terrain est intéressant, tu passes en phase 2. La phase 2, c'est typiquement l'étude de faisabilité. Donc là, tu vas déjà faire un premier plan financier de ton opération. Ce que tu vas faire, c'est que déjà, tu vas te rapprocher d'un architecte. Tu vas lui demander, j'ai un terrain à disposition, j'aimerais l'acheter. Est-ce que vous pouvez, monsieur l'architecte, me dessiner un gabarit de construction ? Parce qu'il faut savoir, et ça tu sais très bien, que les gabarits de construction ne sont pas les mêmes sur chaque canton, dans chaque ville, dans chaque zone de chaque ville.
Donc ça demande de grosses compétences pour ne pas se tromper dans ce gabarit de construction. Donc c'est important d'aller voir un spécialiste qui est l'architecte. Et puis, une fois que tu vas avoir fait ce gabarit de construction, tu peux lui demander à ton architecte d'estimer le coût de construction. Tu peux aussi te tourner vers un bureau d'économie de la construction, par exemple le mien, pour me demander une première estimation du coût de construction. Ça, tu le fais en parallèle alors? C'est les deux la phase 2? Non, alors c'est d'abord l'architecte fait son gabarit de construction, il me le transmet et ensuite j'estime le coût de construction. Ok. Alors, la phase 2, c'est la phase la plus importante de tout le projet immobilier. Mais vraiment. Ah, c'est là où ça se plante. C'est là où ça se passe, c'est là où il faut réussir. C'est clair. On a tendance à aller très vite sur cette phase. Pourquoi ? Parce qu'un maître d'ouvrage, un promoteur par exemple, quand il veut acheter un terrain, il est en concurrence avec d'autres promoteurs. Donc son intérêt, c'est d'aller vite, d'aller plus vite que son concurrent pour faire la meilleure proposition le plus rapidement possible. Mmh. Donc bien souvent, sont les promoteurs qui estiment leur terrain avec des ratios au cube SIA. C'est une approche qui a du sens, qui fonctionne dans certains cas, mais qui ne fonctionne pas tout le temps. Pourquoi ? Un ratio SIA, c'est un ratio qui est assez général, qu'on va appliquer sur un volume de construction. Il suffit que le terrain soit situé sur une parcelle en pente, par exemple, et que dans ta projet de construction, tu as besoin de construire un sous-sol. Et le fait de devoir construire ce sous-sol, ça va te générer des hauteurs de fouilles assez importantes, donc tu peux avoir recours à des travaux spéciaux. Et tous ces éléments-là, en fait, ça alourdit passablement ton ratio au cube. Donc quand tu parles de ratio au cube SIA en phase 2 d'estimation de projet, il faut vraiment pas se planter, et il faut vraiment avoir en tête tous ces aspects-là. C'est pour ça que moi, je n'utilise jamais de ratio SIA. Quand on vient me voir avec un gabarit de construction, je prends le parti de déjà faire une étude détaillée. Ça me prend pas beaucoup plus de temps. Pour faire un calcul au ratio SIA, ça prend en 3-4 heures. Pour faire une estimation détaillée, ça me prend 8-9 heures. Donc pour un projet à 5 millions, on va dire, coût de construction CFC 1,5, je vais prendre 1000 ou 1500 francs d'honoraires d'études. Donc c'est pas non plus vis-à-vis du risque qu'on peut lever avec cette étude. C'est pas non plus un budget qui est inaccessible au farming du coup. Donc comment ça se passe quand on fait c'est une partie avec il y a une haute responsabilité quand même dans ton job à toi là, dans cette partie-là. Ouais, il y a une grande responsabilité. Tu as tout à fait raison de le souligner. Parce que je me dis, est-ce que les architectes font ça? Enfin, ils peuvent le faire économiquement, ils font les gabarits de construction. Mais après, ils peuvent poser des chiffres un peu rapidement, mais c'est toujours assez succinct. Ouais, alors les architectes, ce qu'ils font très bien, c'est que ils estiment justement ce gabarit de construction sous forme d'un ratio SIA. Et très souvent, ils disent, si on veut plus de précision, il faut passer à l'étape d'après. Il faut passer en avant-projet, dessiner le projet, et puis là, on pourra faire un avant-devis général, et là, on sera déjà beaucoup plus précis. Simplement, le promoteur, souvent, il n'a pas le temps, en fait, de passer dans le projet. Il doit se positionner quasiment tout de suite. Il y a tellement peu de terrain et la concurrence tellement forte qu'il doit aller très vite. Donc, ce qu'on fait nous, en fait, si tu veux voir, ça fait 20 ans qu'on étudie des projets. Et en fait, quand on nous présente un projet immobilier, que ce soit un petit immeuble de logement, un grand, ou des villas mitoyennes ou autre, on a déjà, à l'intérieur de ce gabarit de construction, un peu une idée de à quoi il va ressembler ce projet, une idée de la structure. Même si l'idée n'est pas précise du tout, ça on est d'accord, parce qu'il y a quand même tout un travail de créativité de l'architecte qui viendra en face d'avant-projet, on sait à peu près à quoi il va ressembler. Et à partir de là, à partir aussi d'une discussion avec le maître d'ouvrage, la personne qui veut construire, en lui posant un certain nombre de questions, des questions toutes simples. Est-ce que vous voulez faire un niveau de sous-sol ? Combien vous voulez faire d'appartements ? Est-ce que vous voulez des 5 pièces, des 4 pièces, des 3 pièces ? Vous avez besoin de combien de mètres carrés de terrasse ? Vous avez besoin de combien de mètres carrés de balcon ? Combien vous allez mettre de salles de bain par appartement ? Tout ça, c'est des critères qu'on peut déjà définir au stade 2 d'étude de faisabilité. Donc à partir de tout ça, en lui demandant, voilà, est-ce que vous voulez moyenne gamme, haut de gamme, très haut de gamme, façade, vous voulez du crépi, une façade ventilée en pierre ou autre, déjà avec l'ensemble de tous ces paramètres,
combiné à toutes les informations que tu trouves sur le cadastre qui sont publiques. C'est-à-dire que sur le cadastre, on trouve énormément d'informations, on trouve les qualités de sol, on trouve des plans réseau. Avec toutes ces données-là, on arrive à faire déjà une étude détaillée, CFC par CFC, CFC 1.5, pour déjà définir un premier coût de construction. Et ce coût de construction, il a l'avantage de pouvoir être retravaillé, c'est-à-dire que si le promoteur me dit non, moi je ne vais pas arriver à faire une proposition intéressante pour me positionner sur cette parcelle, est-ce qu'on peut faire des variantes à partir du moment où la calculation est faite, s'il faut passer d'un type de façade à une autre, c'est quelque chose qu'on peut faire en 10 minutes, en direct quasiment avec lui. Si tu veux. Ouais, bien sûr. Et alors, sur donc prenons le cas, donc, si on commence en décortiquant les CFC un peu, parce que du coup on a vu un petit peu le concept sur les plans, on va s'arrêter évidemment sur l'étape 2 du projet de construction à un moment, parce que c'est plus important, exact, ce qui nous concerne vraiment aujourd'hui, et puis qui est primordial effectivement pour tout projet de construction. Donc là, comment ça se passe maintenant, le passage où tu décortiques vraiment les coûts de construction? Alors déjà en phase 2, on commence à décortiquer les coûts de construction. Après, pour vraiment avoir une vision globale de comment se déroule un projet immobilier, si rapidement on présente les 6 phases, avant de rentrer précisément dans comment on calcule chaque CFC. Donc on a parlé de la phase 1, la recherche, la prospection foncière. On a parlé de la phase 2, très importante, de l'estimation l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité, exact. Ensuite, on passe en phase 3. La phase 3, c'est avant-projet. La phase 3, elle est définie en 3 sous-phases. Tu as la phase d'avant-projet, la phase de projet définitif, et puis après, tu as la phase la plus longue d'un projet immobilier. Je ne parle pas de l'opération de construire, c'est la phase de dépose d'autorisation de construire. Donc où là, forcément, souvent, ça prend du temps entre le temps que l'État met à étudier le dossier, finalement. C'est la phase la plus incertaine. Exact. De toute construction. C'est là où tout le monde tremble. Et une fois qu'on a le tort, on passe en phase 4. Phase 4, c'est la phase appel d'offres. C'est là où on va se mettre à la recherche d'entreprises de construction. Après, tu as la phase 5. La phase 5, c'est la phase d'exécution de l'ouvrage. C'est là où tu vas commencer à construire. Et après, tu as la phase 6. Ce que j'appelle la phase 6, c'est l'exploitation de l'ouvrage, tout simplement. Voilà. Mais pour répondre à ta question, comment ça se passe une étude de prix ? Donc qu'on soit en phase 2 ou en phase 3, le principe est à peu près le même. C'est simplement le niveau de détail qui est un peu plus important en phase 3 qu'en phase 2, parce qu'en phase 2, on travaille sur un gabarit, en phase 3, on travaille sur un vrai avant-projet. Si on prend des exemples, typiquement, si on parle du terrassement, donc comment on fait pour calculer du terrassement ? Le terrassement, tu as une installation de chantier que tu sais estimer. Donc là, juste pour les personnes qui nous écoutent, on est dans quel CFC là ? Terrassement, ça fait partie du CFC 1. Voilà. Ça fait partie de ce qu'on peut appeler, on va dire, les travaux préparatoires. C'est l'opération en fait qui vient après celle des travaux spéciaux, si tu veux. Donc, si tu veux, quand tu commences à construire, effectivement, tu as ce qu'on appelle les travaux préparatoires. Donc, tu commences à défricher ta parcelle, à amener du courant sur ton terrain, à préparer ta place pour l'installation de chantier. Ensuite, tu vas installer tes cantonnements pour loger tes ouvriers. Tu vas amener des WC, tu vas amener tes baraques pour animer tes séances de direction de travaux. Et après, une fois que tu as fait ça, que ta parcelle est prête à construire, tu démarres les travaux spéciaux si tu en as. Tu n'en as pas toujours. Travaux spéciaux, c'est-à-dire que quand tu dois terrasser droit, verticalement, tu vas utiliser différentes techniques pour pouvoir y arriver. Tu peux aussi devoir renforcer du sol parce que la portance du sol n'est pas suffisante pour accueillir ton immeuble. Donc, tu vas construire des pieux ou des puits. Tu as tout un tas de techniques qu'en Suisse romande et puis en Suisse en général, on maîtrise parfaitement. Et après, une fois que tu as fait ton enceinte de fouille et puis tu as préparé ton fond de fouille, tu vas commencer à creuser, tout simplement. Creuser, c'est le terrassement. Donc, quand tu calcules du terrassement, tu calcules l'installation de chantier du terrassier. En général, c'est à peu près 5 à 10% du coût de l'offre, disons. Et puis après, tu calcules le cube de pleine masse, c'est-à-dire le volume de matériaux que tu vas sortir pour pouvoir construire ton sous-sol ou alors ton sous-bassement. Donc, toute la terre qu'il faut creuser. Ouais, c'est ça. Et qu'il faut stocker quelque part. En général, tu essaies de le stocker sur la parcelle. Donc, ce qui est important à
à effectuer ici quand tu calcules ton cube de pleine masse, c'est à bien estimer les talus. Donc la bonne pente des talus, tu ne peux pas taluter de la même pente que tu sois dans un terrain argileux ou dans un terrain caillouteux par exemple. Tu dois bien prendre en compte un peu tous les angles que tu vas avoir dans ton terrassement, les décrochés de fond de fouille, etc. Parce que tout ça, ça fait du volume et le volume coûte cher. Et après, comme tu l'as dit, tu stockes. Donc il faut stocker, il faut stocker, mais avant de stocker, il faut déjà se poser la question de est-ce qu'on va pouvoir réutiliser ce matériau comme remblai dans la construction. Parce que si tu stockes et puis que ton matériau est inutilisable, eh ben, ça sert à rien de stocker, disons. Faut l'évacuer. Voilà. Combien ça coûte du coup le volume de terrassement? Bah, alors, on sous-détaille nos prix, bien évidemment. Oui. Une creuse, ça peut aller de 5 à 10 francs le mètre cube en fonction de la difficulté de l'ouvrage. Ce qui coûte cher dans le terrassement, c'est l'évacuation, c'est la décharge. Ouais. Okay. La décharge, ça peut aller de 50 à 65 francs du mètre cube. C'est ça qui est quand même extrêmement cher. Okay. Après, si on veut un ratio de terrassement, combien ça coûte de terrasser aujourd'hui en Suisse, on est à peu près à 100 francs du mètre cube. Voilà, entre 100 et 110 francs du mètre cube, voilà, au total. Donc après, bon, on a effectivement des critères à prendre en compte. Quelle est la qualité justement du terrain? Donc ça, souvent en phase 2, tu vas consulter le cadastre, tu vas voir s'il y a des sondages qui ont été faits à proximité du terrain qui vont pouvoir te renseigner et de savoir à quel terrain tu as à faire. Quand tu es en phase 3, tu fais une étude de sol. Tu fais une étude de sol parce que le terrain, la géologie, c'est toujours quelque chose de très hétérogène. Donc tu peux avoir un bon terrain à 50 mètres et puis un mauvais terrain 100 mètres plus loin. Donc pour sécuriser ton risque, quand tu es en phase 3, tu fais une étude de sol, tu appelles un géotechnicien, ça coûte pas très cher, ça coûte 10 000 francs. Okay. Donc par rapport au risque, encore une fois, que ça te fait économiser, c'est pas énorme. Et donc, si ton terrain est de bonne qualité, tu le stockes et puis tu le réutilises en remblai. Si tu arrives, tu essayes Donc tu économises une grosse partie quand même du coût du terrassement globalement, si tu peux le stocker et puis le réutiliser en remblai. Énormément. Ouais. Voilà. D'ailleurs, si on arrive à faire des remblais au sein d'une parcelle, donc ça c'est plutôt destiné, on va dire, à des gros développements, des projets où tu as de la place, si tu peux faire du déblai et au lieu d'amener tout ça en décharge, on va dire remodeler ta parcelle pour peut-être relever le terrain de 50 cm, c'est pas toujours autorisé par l'État, mais si tu peux le faire, ça t'économise beaucoup de choses, ça t'économise le prix de la décharge et puis surtout des allées et venues de camions qui sont un peu insensés et qu'on cherche tous à réduire aujourd'hui, quoi. Donc voilà pour le terrassement. Ok. Donc là, et à partir de là, donc si le terrain de mauvaise qualité, la seule différence c'est que tu prends la terre et tu ça part en décharge. Okay, ouais. Voilà. Ouais, t'as pas de... Ok. Après le terrassement, donc le trou est fait. Ouais. Sur les travaux spéciaux, je sais pas si on peut trop aller dans le détail parce que c'est très très cas par cas, hein, mais non, c'est quoi je sais pas, les pires surprises que tu as eues? C'est très dur à déterminer en fait. Les travaux spéciaux, souvent ça arrive, arrive à une étape déjà, à l'étape 5. Hein. Enfin, c'est dur de l'anticiper. Vraiment, ouais, en fait, des surprises, c'est de pas en avoir. En fait, mais bon. à partir du moment où tu fais une étude de sol, où tu as un géotechnicien qui vient et qui fait ses sondages et qui va étudier la qualité de ton terrain, lui tout de suite va te dire il y a besoin de travaux spéciaux ou il n'y en a pas besoin. Okay. Parce que quand il fait ses sondages, il va voir la qualité du terrain, il va voir s'il y a des venues d'eau, il va mettre des piézos pour voir si c'est des tubes piézos, c'est des tubes qu'on met pour savoir si dans le temps, tu as de l'eau qui va venir dans le terrain ou pas. Parce que quand tu creuses, tu peux avoir de l'eau à un moment donné, puis pas d'eau 3 mois après. Donc c'est important de surveiller ça. Et c'est en faisant ces études que tu arrives à sécuriser ton risque et à minimiser les surprises. Et en fait, si on réfléchit bien, la SIA, elle a défini des phases pourquoi ? Elle a défini des phases pour permettre, on va dire, aux maîtres d'ouvrage, ou aux promoteurs par exemple, de pouvoir sortir de l'opération à un moment donné. C'est pas toujours facile. Mais typiquement, à la fin de la phase 2, l'étude de FESA, si le promoteur voit que
l'opération n'est pas viable, qu'il va même pas pouvoir faire de proposition d'achat au propriétaire du terrain, bah, il sort. C'est pareil en phase 3. En phase 3, si après la phase 31, donc avant-projet, donc la phase 3 est sous-catégorisée en trois parties, hein. Si après l'avant-projet, tu vois que tu ne tournes pas dans ton plan financier, bah tu sors, t'arrêtes tout. Ouais. C'est pas toujours facile, parce que si tu as acheté le terrain, bah, il faut savoir quoi en faire du terrain. Faut pas qu'il te reste non plus sur les bras. C'est un Parce problème. qu'à la phase 3, normalement, quand tu es déjà bien avancé dans la phase 3, c'est que tu es déjà bien avancé dans les négociations d'achat, ou T'as peut-être c'est déjà trop tard. Ouais, quasiment c'est- acheté tu t'as l'as quasiment fait, acheté le ouais. foncier, ou alors tu as fait une promesse d'achat, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui, Ouais. mais oui, tu es très engagé déjà. Ouais. Tu es très engagé. Mais si D'où je la, dis- la préparation, d'ailleurs, je fais vite un aparté, Bien hein, sûr, mais ouais. d'où la préparation et ton positionnement que je comprends parfaitement, qui est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, la partie, vu que la négociation le conditionnement à l'autorisation, je veux dire, il n'existe quasiment plus, ou il est de plus en plus rare, Ouais. la partie phase 1, phase 2 prend de plus en plus d'importance Tout à fait. au fur et à mesure du C'est temps. les phases les plus, entre guillemets, sous-cotées. Hein, Ouais. L'évaluation d'un projet immobilier, c'est là où tout le monde va vite. Et c'est là où on commet le plus d'erreurs souvent. Ouais, Donc c'est là où il faut être vraiment vigilant. Ouais. Voilà. Mais tu vois, typiquement pour revenir un peu à comment on séquence, on va dire, l'investissement financier dans les phases d'études, imaginons que, bon je dis une bêtise, mais qu'un développement de projet, ça te coûte 100 000 francs. Bah, un promoteur, il va peut-être mettre 3-4 000 francs dans la phase 2, il va peut-être mettre 10-15 000 francs dans la phase 31, puis après il va remettre 20 000 francs dans la phase 32, et puis encore ainsi de suite. Et puis plus il avance, bah, plus il va investir beaucoup, en fait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, tu as une porte de sortie, au cas où bah, tu te rends compte que ton opération n'est pas viable, t'arrêtes, tu coupes. Ouais, bien sûr. Après, oui, quand tu as le terrain sur les bras, c'est pas facile. Alors si tu as une maison dessus, bah, tu peux faire des choses, tu peux louer la maison, faire du rendement locatif ou autre, essayer de faire une extension de cette maison ou je ne sais quoi, mais disons que c'était peut-être pas le projet que tu ambitionnais au départ. Disons que le prix d'achat, il est intimement lié à ce que tu ambitionnais au départ. Vrai, Donc, tout à fait. Ouais. souvent, Ouais. se retourner pendant T'as raison. après la phase 2, c'est C'est compliqué. Ouais, C'est pas faut pas simple. se tromper en Ouais. phase 2. complètement. Ouais. Ok. Donc, on a vu le terrassement, les travaux spéciaux, on disait. Du coup, c'est Travaux compliqué spéciaux, de- alors quand est-ce que tu as recours aux travaux spéciaux? Alors, tu as recours aux travaux spéciaux quand tu creuses dans le terrain, quand tu fais du sous-sol, En montagne, en vallée. par exemple. Voilà. Mm. Quand le terrain est en pente, ouais, ça c'est des sujets que tu maîtrises bien. Quand le terrain est en pente, que tu dépasses les 3-4 mètres de creuse, d'auteur de creuse, bah, faut stabiliser le terrain, tout simplement. Donc soit c'est de la roche, et puis ton terrain il se stabilise tout seul, ça c'est rare. Et puis bon, ça coûte cher à construire. Soit ça peut être de la glaise ou des terrains très argileux qui, au contact de l'eau, vont gonfler, puis là, ils vont s'ébouler. Donc là, tu dois mettre en œuvre des travaux spéciaux. Travaux spéciaux, alors tu as plusieurs techniques. Tu as la paroi berlinoise, tu enfonces des profilés métalliques que tu bétonnes, et puis après, au fur et à mesure de le creuse, bah, soit tu gunites, tu projettes du béton que tu viens armer, soit tu enfonces des grands madriers en bois que tu fais descendre au fur et à mesure que tu creuses. Ça, c'est, on va dire, la technique la plus fréquente. Tu as une technique qui est moins utilisée, c'est la paroi clouée. Donc là, tu viens taluter, tu viens renforcer ton talus en guntant ton talus, donc en projetant du béton, en venant mettre de l'armature dessus. Puis sur ce talus qui est gunité, bah, tu viens lui mettre des clous en fait, pour en fait retenir l'éboulement du c'est terrain. ça les gros machins qu'on voit dans Ouais. les murs qui. Ouais, c'est ça, Ok. exact. D'accord. Je savais pas que Voilà. ça s'appelait une paroi clouée. Ouais, alors c'est Ça fait du sens. pas beaucoup utilisé, surtout en ville, parce que Ouais. en fait, quand tu fais des clous, bah, tes clous, tu les cloues de manière oblique, Ouais, et puis il faut aller chez le voisin, donc il faut avoir l'auteur. Et ça, c'est très rare d'avoir l'auteur pour ce genre de choses. c'est clair. Et puis après, tu as la paroi moulée. Donc en fait, tu creuses avec des grosses pelles d'une manière verticale. Tu mets un substitut de terrain pendant que tu creuses. C'est un substitut très, très liquide. Donc ça va servir à ce que les parois s'éboulent pas, le temps que tu enfiles ton armature et que tu bétonnes. Mhm. Et puis après, tu récupères ce substitut et puis tu le traites. Et ça, c'est la paroi moulée. C'est on va dire, peut-être ce qui coûte le plus cher en termes de travaux spéciaux. Ok. Donc ça, tu l'utilises quand tu fais 2 à 3 niveaux de sous-sol en ville, ou quand tu as des contraintes, on va dire, assez poussées de terrassement. Est-ce que c'est les parois berlinoises les plus utilisées ou bien? Ouais. C'est la plus courante. Ok. Voilà. Tu as les parois de pieux séquents aussi. Enfin, tu as plein de choses. Combien ça coûte ça?
Bah, je sais pas, une paroi moulée, on a l'habitude de dire que ça coûte entre 1000 et 1200 francs, par exemple, du mètre carré. Ok. Après, ça tout dépend aussi des contraintes que tu as sur le terrain, parce que tes parois moulées, des fois, il faut les butonner. Donc après, il faut rajouter les butons. Les butons, c'est des profilés métalliques que tu mets Ok. entre les parois pour qu'elles se tiennent. D'accord. Donc c'est après, bon, ça t'es déjà en avant-projet, tu as des ingénieurs justement qui calculent ces boutons. Mais déjà, au stade d'étude de FESA, si tu as ce genre de choses que tu arrives à anticiper, bah, tu pars sur 1000-1200 francs du mètre carré. Ok. Pour un berlinois, ça vaut 600-700 francs Le mètre carré. du mètre Ok. carré. Voilà. D'accord. Mais toi, tu sais, en étude de faisabilité en phase 2, avec le gabarit, je sais pas si tu vas voir le terrain ou tu connais un petit peu la topographie du terrain, tu vas sur le cadastre, tu sais dire déjà à peu près, bon, on risque de mettre des parois berlinoises ou... Ouais, tu le sais déjà parce que Ouais, ok. en fait, tu arrives à avoir des coupes, on va dire, du terrain. Ouais. Et puis, tu arrives à visionner, on va dire, les sondages environnants. Ouais. Donc, si tu vois qu'il y a de l'eau, tu dis que c'est pas bon signe. Tu dis que certainement, il va falloir faire des ports spéciaux. Tu peux avoir aussi des pales planches ou autre. Enfin, t'as plein de techniques. Donc, déjà, dans tes coûts de construction, tu anticipes quelque chose. Ok, parfait. Il y a des choses aussi anticipées, travaux préparatoires. C'est souvent des choses que les gens oublient de regarder. C'est est-ce qu'il y a des conduites qui traversent sur ma parcelle. Ouais. Donc typiquement, c'est un conduit d'eau usée qui dessert je sais pas, une maison qui est située au-dessus de ton terrain. Bah, cette conduite, avant de construire, il va falloir que tu la dévies. Et puis ça, c'est des coûts qui sont aussi à prendre en compte. Voilà. Ouais, complètement. Donc ça, c'est des infos que tu trouves sur le cadastre. Tu peux demander aussi en phase 2 de connaître, on va dire, la position des conduites d'eau pluviale, d'eau usée, d'électricité, d'eau, de gaz, tout ce que tu veux. Ok. Parfait. Donc là, on a fait le tour un peu du travaux spéciaux, terrassement. Donc on a un trou maintenant. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait pour la suite, quoi? Après, Est-ce que s'il y a de l'eau dans l'étude du géothermicien, géotechnicien. non, géotechnicien, pardon, s'il détermine qu'il y a de l'eau dans le terrain, ça change la façon de d'étancher le radier. Ouais. Et c'est ça qui coûte plus cher. Ouais, Quand tu me disais il y a de l'eau, c'est ce que tu disais avant, s'il voit qu'il y a de l'eau qui risque d'être là et qui risque de rester, ça risque de coûter plus cher. Mais Alors, donc c'est l'étanchéité du radier. Ouais, tout dépend l'eau que tu as en fait. Si c'est de l'eau qui ruisselle, c'est une nappe, on va dire, de versant, et puis que... Donc si tu as de l'eau qui s'écoule de la montagne au lac, typiquement, et puis que ton sous-sol, bah, tu vas l'utiliser que pour stocker des voitures, par exemple, tu peux te permettre de ne pas étancher le sous-sol à 100%. Tu peux, on va dire, juste faire ce qu'on appelle une cuve blanche. Ça veut dire que tu renforces la composition de tes murs pour que bah, tes murs aient capacité à déjà repousser le 95% des venues d'eau que tu pourras avoir. Tu as toujours quelques petites venues d'eau que tu peux avoir, mais ces venues d'eau, tu les traites avec des joints Fucaux ou des bancs d'Ipalon. C'est-à-dire que tu traites les reprises de bétonnage pour éviter qu'elles rentrent par ces points de faiblesse, en fait, que sont la structure du bâtiment. Et ces cuves blanches, ça coûte moins cher que l'étanchéité du... Par contre, si dans ton sous-sol, bah, tu me dis que tu as une partie qui est habitée, ou tu vas faire un souplex, par exemple, tu vas aménager le sous-sol, ou je sais pas, tu vas vouloir faire une salle de cinéma, ou enfin des pièces un peu à vivre, on va dire. Là, il faut faire une étanchéité, quelles que soient les venues d'eau. Donc là, tu fais une étanchéité. Alors, tu as plusieurs techniques. Si tu peux le faire, tu fais une étanchéité collée. Donc, c'est une membrane noire que tu colles sur tes murs béton. Tu fais ça contre tes murs, tu fais ça sous ton radier, et puis tu as un sous-sol étanche. Voilà, ça évite les problèmes. Et ça, c'est quoi la différence de coût entre ça et la cuve blanche? La cuve blanche, difficile à dire au mètre carré de mur comment ça pourrait coûter, mais je sais pas, aller sur un mètre carré de mur étanché, ça va valoir 5 francs, 5, 6, 7 francs du mètre carré. Une étanchéité collée avec un pare-vapeur, voilà, ça va te coûter 45 à 55 francs. Ouais, quand même. Ouais, il y a 10 fois plus cher. Une grosse différence, ouais, tout à fait. Ouais. Différence de résultat aussi. Ouais, bien sûr.
Nickel. Donc là, on est toujours en sous-sol. Exact. Les coûts de construction, là, Voilà. pour la suite. Ouais, alors après, t'estimes ton coût de canalisation. Donc, une fois que tu as fait ton fond de fouille, tu creuses tes réseaux. Hein, tu crées ton réseau d'eau usée, d'eau pluviale pour évacuer ce qui doit sortir de ton bâtiment. Puis après, tu passes au béton armé. Béton armé, c'est un gros poste sur les coûts de construction. Donc pareil, comme pour le terrassement, tu commences par estimer ton installation de chantier. Et puis après, étape par étape, tu estimes les coûts de construction de tous tes niveaux. Donc tu pars coffrage de radier, donc tu détailles tout. Coffrage bord de radier, béton de radier, armature, les joints Fucco, justement pour étancher les reprises de bétonnage. Et puis après, coffrage de mur, béton de mur, les embrasures de porte. Mais tu le divises comme ça déjà en phase 2? Ouais, déjà en phase 2, déjà. Ouais. Ouais, déjà, je séquence l'estimation. Ça fait 20 ans qu'on fait ça. Donc, au final, au bout de 20 ans, tu vas plus vite forcément que celui qui démarre. Ouais, mais du coup, tu fais pas 3000 m3 fois 900 francs le mètre cube. Pas du tout. Non. Ok. Ouais. D'accord. Bon, alors, et pour parler le langage commun des mortels sur cette partie-là, en sous-sol, ça coûte combien le mètre cube à peu près? Un mètre cube de béton coulé en place, ça vaut entre 190 et 250 francs, on va dire, du mètre cube. Ok. Mais là, tu n'as fait que couler un mètre cube de béton. Ouais. Pour couler un mètre cube de béton, il te faut 2 mètres carrés de coffrage, typiquement, pour faire un mètre carré de mur. Ok. 1 mètre carré de coffrage. Alors ça dépend vraiment de la difficulté de l'ouvrage, mais ça va de 40 à 55 francs. Ok. Des fois, tu vois des 35, 40 francs, mais c'est des prix qui sont assez bas, on va dire. Les mètres carrés de coffrage. Ouais, mètres carrés de coffrage. C'est-à-dire que pour faire 1 mètre carré de mur, il faut mettre 2 mètres carrés de coffrage. De chaque côté, quoi. De chaque côté, compris. Sinon ça coule. Sinon, ouais. Sinon, t'as le béton qui s'en va. Ouais, exactement. Et puis après, t'as aussi ton ferraillage qu'il faut bien estimer. Ouais. Voilà. Et ça, c'est pas évident, ça. Je me suis toujours dit, c'est incroyable de savoir quel fer tu le mets où et de quelle dimension. Ouais, alors, à notre stade, en fait, tu peux pas faire ça en phase 2. Ouais, alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on estime des ratios d'armature. Voilà. Okay. C'est-à-dire qu'on estime entre 100 et 130 kg d'armature au mètre cube de béton coulé en place. Voilà. C'est en général ce qu'on retrouve dans la plupart des projets immobiliers en Suisse. Ok, entre 100 et 130. Entre 100 et 130. Ok. Ouais. D'accord. Voilà. Et après, quand tu calcules ton coût d'armature, tu sous-détailles entre la fourniture de l'armature, la pose d'armature, les coefficients de frais généraux de l'entreprise, et ça te sort ton prix d'armature, qui est un poste qui représente à peu près 30% du coût du gros œuvre quand même. Ah, quand même. Ouais, c'est énorme le poste d'armature. Ça a beaucoup augmenté à cause du Covid, ça? Ouais. Alors, t'as eu une première phase de Covid, une phase 2, on va dire, qui est le conflit Ukraine-Russie. Oui. Et l'armature a pris 30%, on va dire, pendant le Covid, et a repris encore 30% pendant la guerre. Ouais, il faut savoir que, en fait, l'armature, traditionnellement, comme on la connaît, comme on l'utilise en tout cas dans le béton armé, c'est à 100% de l'armature qui est issue de produits recyclés. C'est-à-dire qu'on prend des vieilles carcasses de voitures, on fond ça, et puis on sort des bobines, en fait, des bobines d'armature. Okay. Puis après, ces bobines, elles arrivent en Suisse. Et puis, elles viennent chez nos marchands d'armature, et puis eux, ils façonnent ces bobines avec des barres qui ressemblent exactement à ce que l'ingénieur civil a demandé. Voilà. Ok, incroyable. Donc, c'est de l'acier recyclé. On peut utiliser de l'acier recyclé parce que c'est du béton qui est enrobé, donc qui n'a pas besoin de propriétés exceptionnelles, ça a juste besoin d'être bon en traction. Voilà. Les serruriers, par exemple, n'utilisent pas d'acier recyclé parce que c'est des aciers qui sont beaucoup plus spécifiques, qui sont exposés aux intempéries, qui ne sont pas enrobés. Donc ils utilisent une autre qualité d'armature. Mais ouais, effectivement, l'acier a pris énormément pendant ces 2 phases-là. Ouais. Ok. Donc là, on a dit à peu près 200 francs le mètre cube du béton coulé. Coulé en place, ouais. Coulé en place. 200 et 230, ça dépend du projet. Ok. Et le sous-sol terminé. C'est quoi la partie, par exemple, dans un sous-sol des installations, vraiment électricité, sanitaire? Ouais, alors ça, électricité, ça vient au CFC 23. Donc, une fois que tu as calculé justement ton coût de construction en gros œuvre, que tu as calculé tes coûts pour couvrir le bâtiment, donc pour le metteur d'eau, que tu as calculé tes coûts pour le metteur d'air, donc pour poser tes mesures extérieures,
que tu as calculé tes coûts pour la façade, donc pour l'isoler et puis pour mettre ton revêtement. Tu arrives effectivement au CFC 23, 24, 25, donc électricité, chauffage, ventilation, sanitaire. Et puis là, CFC 23, ce que tu fais, tu détailles pièce par pièce ce que tu veux comme prestation. Typiquement, tu as un salon. Est-ce que tu veux mettre 3 inter, 2 prises, 3 points lumineux, 2 points lumineux, 1 point lumineux. Et ça, c'est à toi de l'estimer avec le maître d'ouvrage en fonction de la qualité de l'ouvrage qu'il veut donner à ses clients. Ok. On finit rapidement le sous-sol. Ouais. Globalement, s'il fallait donner un prix approximatif du mètre cube terminé du sous-sol, Alors moi, pour un étage en sol. Je suis hyper mauvais en ratio mètre cube SIA parce que j'utilise peu les ratios mètre cube SIA, mais si tu veux pas te tromper, tu pars à 450 francs du mètre cube pour estimer la création d'un sous-sol. Et t'es plus ou moins attention, hors travaux spéciaux. T'es hors taxe. Voilà. Ok. Faut faire attention alors entre maître d'ouvrage, et c'est intéressant d'ailleurs qu'on s'arrête juste un tout petit instant là-dessus. Quand on parle de cube SIA, en fait, très souvent, les gens ne parlent pas du même cube SIA. Typiquement, je te donne un exemple. Moi, quand je parle de cube SIA, c'est le cube SIA 416. Je parle en TTC et je parle en CFC 1 à 5. Donc, ça veut dire le tout compris. Voilà. Ok. Tu as 2 méthodes pour calculer. Tu as le 416, tu as le 116. 116, c'était utilisé avant. Il y a encore 10, 15 ans en arrière. C'est encore un petit peu utilisé aujourd'hui, mais de moins en moins. C'est un cube, tu sais, qui très approximatif. En fait, qui prenait en compte typiquement les balcons où tu crées du cube quand tu avais des balcons. C'est-à-dire que si tu as 2 mètres de largeur de balcon, la norme SIA 116 te disait tu prends 1 mètre de hauteur. Comme ça te fait un peu de cube. Donc le volume en SIA 116 est plus important que le 416 parce qu'il prend en compte la géométrie finalement de l'immeuble. Je trouve que c'est une méthode qui a du sens. Aujourd'hui, tout le monde parle en 416 pratiquement, donc 416 c'est uniquement l'enveloppe de l'immeuble, donc hors balcon, hors surprofondeur pour le sous-sol, parce que tu majorais le sous-sol de 1 mètre par exemple, avec la 116. Une toiture aussi, pareil je crois. Toiture plate, tu mets 50 cm de plus en 116. Donc en 416, non, tu es strictement l'enveloppe. Donc déjà, quand tu parles de ratio SIA avec un collègue par exemple, il faut savoir, ok, tu parles quoi? Tu parles TTC, tu parles 416 ou 116. Et après, il faut lui demander, ok, tu parles CFC 1.5, parce que t'en as qui parlent CFC souvent 20-28, tu vois. Ils enlèvent tout ce qui est travaux spéciaux, parce qu'effectivement, c'est une part qui est variable selon les projets. Ils enlèvent tout ce qui est coût des mandataires, le 29, et ils enlèvent tout ce qui est taxe d'autorisation de construire. Donc eux, ils vont te parler de ratio SIA 416, TTC, CFC 20-28, voilà. Donc quand tu parles avec un collègue de ratio SIA, tu peux lui poser ce genre de questions pour savoir si tu es aligné sur le même langage. Bien sûr. Voilà, pour la petite aparté. Ok, donc là quand tu dis 450 francs, le mètre cube pour le sous-sol, c'est SIA 416, 1 à 5, TTC. Ouais, exactement. Ok, donc ça veut dire, mais donc là ça englobe les aménagements extérieurs, les frais secondaires. Juste le sous-sol, la construction du sous-sol. Ok, d'accord, ok. Ouais. Donc, ok. D'accord, donc on a 450 pour le mètre cube. Là, on a fini le sous-sol. On remblaye là contre le sous-sol. Ouais, okay. Exact. Ouais. Et là, on monte les étages. Tout à fait. Donc là, il n'y a plus de terre. On parle plus de terre. Exact. Plus de rien. On commence par des façades, éventuellement. Ouais. Isolation. C'est quoi le coût par mètre carré d'une façade? Crépi, isolation périphérique, respectivement façade ventilée, pierre. Alors, bois. La moins chère des façades, c'est la façade compacte crépi. Ça, si tu dois, c'est la plus commune aussi. C'est la plus commune. Voilà. Si on doit donner un ratio au mètre carré construit, ça tourne entre 200 et 300 francs du mètre carré. Une façade, ça peut aller de à 300 francs jusqu'à 1000, 1200 francs par exemple mètre carré. Là, une des façades les plus chères que j'ai vues, c'est souvent ces façades. Je ne sais pas si tu as vu sur des maisons, souvent tu as des façades en briques qui sont double pot. En fait, tu construis ton mur en béton. Ensuite, tu mets une lame d'air. Enfin, tu poses ton isolation, pardon. Tu as des consoles qui vont venir accueillir tes parements en briques. Ensuite, après l'isolation, tu mets une lame d'air. Puis après, tu as ton parement en briques qui fait 8 à 10 cm.
Et c'est de la façade en brique qui est maçonnée avec plein d'éléments techniques parce qu'il faut la porter, cette brique, il faut l'accrocher à la structure béton. Et ça, c'est une façade qui coûte assez cher. Alors selon la technique, selon les détails de construction, c'est un peu plus large. Ouais, ça peut aller, ça va de, on peut partir même en dessous de 1000 francs, mais on peut aller de 900 à 1200 francs du mètre carré, disons. Okay. Donc ça, c'est une façade très chère. Dans quel contexte tu ferais une façade comme ça? Souvent pour des villas individuelles. Des villas individuelles où tu veux vraiment faire une belle façade parce que tu as envie d'une belle maison, par exemple. Là, tu vas utiliser ça. Après, tu peux en avoir aussi sur des bâtiments publics. Alors souvent, c'est des façades qui sont quand même un peu moins coûteuses parce que tu travailles plus de la pierre, mais tu travailles de la brique. Donc là, tu es souvent entre 800 et 900 francs du mètre carré, ce qui est quand même assez cher. Mais ça donne vraiment des résultats vraiment incroyables en termes d'architecture. C'est des très beaux produits. Ok, d'accord. Et puis entre ces deux types de façades, tu as une façade qui est très utilisée en Suisse, c'est la façade en béton préfabriqué. Donc ça, c'est des éléments que tu construis en usine, donc qui comportent le mur en béton, l'isolation, et puis ton parement final, qui est une peau en béton de 6 à 7 cm, que tu fais ça dans des usines, soit à Genève ou alors sur le canton de Vaud. Il y a des entreprises qui sont très, très spécialisées là-dedans, qui savent très bien faire ce genre de produit. Ça coûte entre... alors, ça dépend, parce que ça dépend de l'apparement que tu veux donner à ta peau, mais ça peut aller de 400 à 600 francs du mètre carré, par exemple. Okay. Et puis, tu as une façade encore qui est assez utilisée, c'est la façade ventilée. Après, alors, la façade ventilée, ça peut aller de 450 à 600 francs du mètre carré, disons. Là, tout va dépendre de ce que tu mets comme parement final. Voilà. Si tu mets un parement à crépir, ça va coûter moins cher que si tu mets du fibrociment ou autre. Tu vois. Et après, tu peux mettre ce que tu veux comme panneau, finalement. Bien sûr, ouais. Sur ces façades-là. Bien sûr. C'est quoi le plus cher, d'ailleurs, dans le revêtement, du coup, pour une façade qui est ventilée? Ouais, je dirais le fibrociment coûte quand même assez cher, mais te donne un résultat qui est quand même pas mal. Ouais, ok. Tu as parlé rapidement du coup des parois préfabriquées, les façades en béton préfabriquées. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu vois de plus en plus ou pas, même pas forcément? C'est quelque chose qui a toujours existé en Suisse. Ouais. C'est culturel. Ouais, vraiment. Tu as une entreprise à Genève qui maîtrise très bien ça, qui s'appelle Prelco, et qui est assez proactive avec les bureaux d'archi, qui les conseille très bien. Et ça donne des résultats vraiment assez exceptionnels. Tu as des qualités de béton qui sont très bien travaillées. Ok. Et ouais, c'est quelque chose qui a toujours existé en Suisse. Ouais. Ok, donc c'est stable. Il n'y a pas une explosion de la préfabrication maintenant? Ouais, il y a des modes. Il y a des modes où, typiquement, il y a 5-6 ans, les usines étaient complètement débordées. Elles n'arrivaient plus à suivre parce qu'il y avait énormément de projets en préfa lourd. Ouais. Et puis là, ça s'est un petit peu calmé, mais tu as quand même pas mal d'activités. Ok, parce qu'on voit des produits Prologie, d'ailleurs, qui sortent de beaucoup maintenant, un peu partout. C'est-à-dire Prologie? Prologie, c'est... Alors peut-être qu'ils ne sont pas actifs à Genève, c'est une boîte de construction, du coup, qui est promotion, mais qui font beaucoup de préfabriqués. Ouais. Et ils sont un peu partout. Donc, d'accord. Donc voilà, donc là on a fait les façades. Ouais. Est-ce qu'à l'intérieur, là... En découpage, on commence par les dalles peut-être. Ouais, quelle épaisseur ça fait une dalle finie entre le plafond et le revêtement de sol terminé au-dessus? Alors fini avec le plafond, bon déjà au niveau du béton, combien ça fait en épaisseur une dalle? Ça dépend de la portée. Donc pour une portée à 6-8 mètres, ça dépend de surcharge d'exploitation, mais pour du logement, je sais pas, 300 kg de surcharge d'exploitation. Ça dépend aussi de la technique. Qu'est-ce que tu mets dedans? Est-ce que tu es en rotulation double flux ou simple flux? Ta dalle, elle fait 20 à 24 cm d'épaisseur. Ok. Voilà. Ensuite, sur ta dalle, tu dois faire ta chape. Donc, avant de faire ta chape, tu mets 2 couches croisées d'isolation. Tu mets 6 à 7 cm de chape. Et ça, d'ailleurs, juste avant la chape, donc tu mets isolation. Ouais. L'isolation, est-ce que c'est toujours... Maintenant, il y a toujours comme seul système de mettre justement des couches croisées d'isolation. C'est une espèce de Sagex au final. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas quelqu'un qui veut inventer un fusil à isoler pour le sol? Ça n'existe pas, ça? Ça existe, ouais. Ah, ok, d'accord, ça se fait. Ça existe, ouais. Parce que vraiment, c'est des plaques d'isolation que les mecs posent. Ouais, j'ai un copain qui a rénové sa baraque, il utilisait ça. Ouais.
Ah, mais maintenant, Quelqu'un qui est maintenant venu il y a. avec un sorte de pistolet Ok, ok, qui lui a d'accord. projeté 4 cm d'élévation partout sur sa maison. Ok, d'accord. Ouais. Je me dis, c'est parce que déjà, en fait, moi, de base, je viens du domaine de l'électricité. Et du coup, D'accord, ok. très souvent, il y a toujours des bagarres dans l'électricité Ouais. entre le mec qui pose l'isolation et l'électricien qui, sur la dalle, sur la dalle, donc béton, tire ses tubes qu'il a ratés Voilà. dans le radier ou dans Ouais. l'élévation. Et c'est un délire à quel point, parce qu'en fait, il y a toujours une bagarre parce que l'électro, évidemment, lui, il tire son tube n'importe comment parce que il va le plus vite possible d'un point A à un point B. Sauf que le mec, il vient poser l'isolation quand il y a des tubes, Embête. et il y a toujours des tubes, hein, sur les dalles, il n'y a jamais une dalle sans rien dessus. Bah, il doit découper ses plaques d'isolation dans tous les sens pour passer autour de ces tubes, quoi. Exact. Ah ouais. Et du coup, je me dis, mais il n'y a pas un mec qui veut inventer un pistolet et qui pète, enfin, qui tire sur ce sol, quoi. Ouais. Non, alors C'est beaucoup plus simple. ça existe, mais Ok. j'ai jamais vu encore. J'ai vu en France faire ce genre de choses, Ok. mais pas encore en Suisse. Alors ça va peut-être arriver. Ok, donc en Suisse, majoritairement, ou tout le temps, ça reste quand même des plaques d'isolation. De couches Ouais, croisées, ok. ouais. C'est Ouais. c'est hallucinant. Et puis d'ailleurs, quand tu as des tubes qui viennent sur la dalle, c'est pas toujours que l'électricien s'est foiré. Ça arrive effectivement des fois, mais souvent Oui, après, il y a des changements. c'est bien si t'as sûr. des modificateurs ou autre, et puis ça fait que tu pouvais pas incorporer dans le béton. Enfin, tu connais ça par cœur. Bien sûr, bien sûr. Ok, donc, d'ailleurs, moi, c'est toujours ce que j'ai trouvé incroyable avec l'électricité. C'est que dans le domaine de l'électricité, si t'es intéressé, en fait, tu vois toutes les étapes de la construction. Et si t'es curieux, tu peux apprendre tellement de choses. Parce T'as que raison. t'es dans le radier de base avec le Exact. maçon. Ouais. C'est là que tu commences. Tu fais ton radier, tu le mets à terre. Et ensuite, après, à chaque étape, les élévations, t'es là. T'es toujours avec le sanitaire en parallèle. Je pense sanitaire et électricité, c'est les deux métiers un peu de la construction. Vraiment, t'es là de zéro. Tu vois tout le temps. Jusqu'à tout à la fin, le peintre a fini de peindre les murs et toi, tu poses ton cache. Ouais, t'as raison. T'as le maçon aussi qui est. Alors le maçon, c'est un peu aussi le point central, tu vois, entre Ouais. la boîte de travaux spéciaux, le terrassier, le charpentier. Quand Mhm. tu dois définir la race de charpente, il court après le menuisier pour avoir les vitres de maçonnerie, il court après l'électricien pour avoir les incorpos. Ouais, c'est aussi un métier qui est très formateur. Si tu démarres en maçonnerie, t'as déjà une bonne vision un peu globale Ouais. de la construction, et après tu peux très facilement faire de l'entreprise générale. Ah, c'est clair. Mm. C'est plus gros œuvre quand même, hein, de toute façon. C'est Bah, gros ouais, œuvre. c'est Ouais, gros œuvre 100%. pur. Hein. Ouais, À tout à la fait. fin, tout à la fin, il Ouais, n'y a plus tellement là. Exact. Ok, magnifique. Donc on était à la dalle, ouais. Ouais. 24 cm max De béton. de béton. Ouais, 2 couches croisées diesel. Ça, c'est combien? 2 Deux- fois 2 cm, ça 4 fait 4 cm. Ouais. Chape, 6 à 7 cm. Ok. Et puis après, tu as ton revêtement de sol, 1,5 cm, 2 cm. Tout dépend ce que tu mets. Ouais. Donc en gros, t'es à 12 plus 20, 32, 33, Je te fais confiance. 34 cm. Puis en sous-face de dalle, tu as 1 cm de plâtre. Si on est Ouais, passé. dessous. Ouais. Ouais, Ouais. ok. Ouais, Tu ok. peux avoir un faux plafond aussi, ça dépend le standing que tu veux donner. Ouais, complètement. Faux Oui, tu plafond, faut avoir c'est 10, ouais. 10 cm. Ouais. Ouais, en général, ça se gypse plutôt. En général, ça se gisse. Ouais. Mais donc, t'es à 35, tout compris. Ouais. En gros. Ouais. Ok, Ouais, t'es juste c'est ça. là. Ouais. D'accord. Espace entre les étages, t'es à 2,40, Ouais, de 40, de 50. 40, de 50. Ouais, ça dépend le Ouais. projet. Ça dépend du standing. Exact. et puis là, du coup, ton étage, en prix par mètre cube, ratio SIA, que t'aimes pas, Ouais. combien ça coûte? Bah, en règle générale, j'aime à dire que si tu pars à 950 francs du mètre cube pour tout ce qui est superstructure, Ok. t'es à peu près dans le tir. Ah oui. Attention, à pas Là, tu parles de PPE, là, ou enfin, ouais, quel standing? Ouais, t'as raison de le préciser. Ouais. C'est de la PPE, c'est du standing, on va dire, moyenne gamme. Ah, ok. Voilà, t'es pas encore dans le haut de gamme. Attention à pas utiliser en phase 2 d'avant-projet, ou en tout cas, attention à bien maîtriser son coût des travaux spéciaux et de tout ce qui peut environner ces 950 francs du mètre cube. Donc 950 francs, on est d'accord, ça compte pas les frais secondaires liés à la construction. Ouais, si ça compte, le Ça compte. CC, De nouveau, comprend. c'est 1,5. Ouais, Ok. c'est un 5. Par contre, ce que j'inclus pas là-dedans, c'est les aménagements extérieurs. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Or, ouais, c'est 4, d'accord. Exact. Ok, donc là, on a fait notre étage. 900, donc 450 le sol, 950 les étages, approximativement. Hein. Ouais. Peut-être il nous manque la toiture, Ouais, je pense. elle est comprise dans ces 950, Ouais. mais Ok. effectivement, ouais, pour parler de toiture, bah, tu as deux systèmes. Hein. T'as la Mhm. toiture plate, la toiture en pente. Voilà. Ça dépend de là où tu construis, de ce que tu veux faire.
Ce qui est le plus économique, c'est la toiture plate, hein, parce que c'est vraiment ce qui te coûte le moins cher. Une membrane d'étanchéité, ça te coûte moins cher. Et une dalle en béton, ça te coûte moins cher qu'une charpente. À titre personnel, bon, je trouve ça un peu moins joli. Ça fait un peu moins villageois. Voilà. C'est clair. Mais bon, pour estimer ton coût de construction de ta toiture, si tu es sur une toiture plate, tu mets tes 22 ou 24 cm d'épaisseur de béton. Tu mets ton isolation. Alors ça dépend. Tu mets ton pare-vapeur, ensuite ton isolation, puis ta membrane d'étanchéité. L'épaisseur d'isolation, ça dépend quel label tu vises. Si tu veux du Minergie, si tu veux du MinerJP, du MinerJP Eco. Voilà. Tout ça. Là, t'es à quoi 15 cm, 16, 20? Ouais, t'es en général aux alentours de 20 cm. 20 cm, ouais. Ok. Et puis après, sur ta membrane d'étanchéité, tu mets une natte BK pour la protéger. Et puis après, tu mets ton revêtement. Ça peut être du gravier, ça peut être un substrat végétal, ça peut être plein de choses. Ça, c'est beaucoup plus cher quand même de mettre du végétal que du gravier. C'est 15-20 francs de plus, ouais. Le mètre carré de ouais, recouvert. Ouais, ok, d'accord. Parce qu'en gravier, on a combien à peu près? En gravillon, tu vas être à 20-25 francs du mètre carré. Ah, ok. Disons. Puis t'étais à 40. Tu as entre 40 et 50 francs. Ok. Ouais. Bon, ça va. D'accord. Et puis là, si tu mets des panneaux solaires sur le toit, est-ce que c'est le même coût de mettre des panneaux solaires sur un toit en pente ou à plat? Ouais, il y a peut-être une légère différence. Moi, pas grand-chose. J'ai pour habitude de dire que ça coûte pareil. Alors, je pense que les spécialistes pourraient dire l'inverse, mais... Ouais. Et combien ça coûte le mètre carré, ça? De panneaux solaires mis en place, j'estime entre 450 et 550 francs du mètre carré. Ah, ok, d'accord. Le mètre carré recouvert de panneaux. De panneaux, ouais. Mètre carré de panneaux mis en place. Ouais, ok. Parfait. Sachant que tes panneaux solaires, en général, ils sont très souvent couplés à une pompe à chaleur. Et puis souvent, les panneaux solaires... Alors, tu as deux types de panneaux solaires. Tu as les photovoltaïques et puis tu as les panneaux solaires à eau chaude sanitaire. Les photovoltaïques, c'est utilisé pour produire de l'électricité. Donc, ça va alimenter ta pompe à chaleur, quand tu as une pompe à chaleur. Et puis, tes panneaux à eau chaude sanitaire, ça va réchauffer les tubes de ton plancher chauffant, si tu veux. Par un échangeur à plaques, ça va permettre de... Bien sûr, ouais. Mais quand tu dis 450 à 500 francs le mètre carré, c'est à peu près pareil les deux. Ouais, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Ok, d'accord. Donc là, on a tout fait. On a tout fait pour la construction, quoi. Ouais, en gros. pour le gros œuvre, ouais. Enfin, pour le hors-dehors d'air. Ouais. Après, tu as les aménagements intérieurs, 1 et 2. Ouais. Donc, c'est carrelage, faïence, parquet, gissage, peinture, papier peint. Combien ça coûte par appartement? 3 pièces et demie, 4 pièces Genevois. Ouais. L'électricité, l'installation électrique de l'appartement. Alors effectivement, ouais, tu as souvent tir des ratios par appartement. Ça, c'est une valeur qui est souvent très regardée. Ouais. Pour une villa, typiquement, j'ai pour habitude de dire que tu es aux alentours des 25 000 francs par villa. Ok. Le coût de l'électricité, CFC 23. Après, pour les appartements, tu es entre 15 et 20 000, mais ça dépend beaucoup du standing. Ouais, bien sûr. Comme le sanitaire. Comme le sanitaire. Ok. Pareil. Sanitaire, t'as combien? Sanitaire, là, tu fais des ratios par appareil sanitaire. Okay. Et puis, souvent, tu es entre 4 500 et 5 500 francs. Okay. Le ratio par appareil. Voilà. Ça, c'est des valeurs que j'utilise pas beaucoup parce que moi, je me fie toujours à des sous-détails un peu plus construits. Ouais, bien sûr. Mais c'est des ratios que tu peux... En fait, un ratio, pour moi, il doit toujours être là, pas pour chiffrer, mais pour essayer de voir si tu as commis une erreur ou pas dans ton chiffrage. Ouais. Si tu as fait ton chiffrage et que tu arrives à un coût de construction CFC 23 à 10 000 francs l'appartement, c'est que tu t'es trompé quelque part. Il y a une formule qui s'est pas additionnée. Il y a un moins au lieu d'un plus. Si tu et puis alors de manière générale, peut-être plus simplement, sur le 100% du coût de construction d'un immeuble, combien tu dois allouer au CVSE, à partie sanitaire, disons, combien tu dois allouer au chauffage, en pourcentage, je dis, sur le 100%. J'en ai aucune idée. Enfin, j'ai des tableaux qui à chaque fois me calculent effectivement ces ratios-là, mais je les utilise très peu en fait au jour le jour. Okay. Donc si je vais te dire, alors je vais te dire des bêtises. Ah ok. Non, alors passons. Maintenant on a vu, donc ça c'est vraiment la construction. Ouais. En rénovation maintenant, il faut rénover une villa entièrement, qui est une villa qui est années 70, 75. Il faut refaire, tu vois, l'isolation n'est pas bonne. Le système chauffage faut changer,
à l'intérieur, faut tout rénover, faut refaire la toiture. Combien ça coûte par mètre carré, ça? Alors, ça, la rénovation, c'est un sujet très intéressant. Ouais. Typiquement, il y a toujours un sujet qui est passionnant, c'est où tu t'arrêtes dans la rénovation. Ouais, c'est ça le problème. Donc c'est la première question, c'est le premier dialogue qu'il faut avoir avec le maître d'ouvrage. Ça vient en phase 2 souvent. Très souvent, tu commences par rénover le toit, les façades, donc tu réisoles. Après, tu te poses la question, est-ce que je change les fenêtres? Bon, tu changes les fenêtres, oui ou non? Puis après, tu refais tes techniques. Si tu as une vieille chaudière à fioul, tu vas peut-être mettre une pompe à chaleur. C'est peut-être un peu plus écologique et puis ça a un meilleur rendement. Et puis, une fois que tu as rénové tes techniques, bah, tu te poses la question, est-ce que je rénove un peu l'intérieur? Tu vois, est-ce que je change la cuisine? Est-ce que je change mes conduites d'eau sanitaire? Parce qu'avec le temps, les conduites, elles se chargent un peu en calcaire, puis elles se bouchent. Donc, est-ce que je les change? Et puis, après, bah, est-ce que tu rénoves ton parquet, ton carrelage, etc. Donc, c'est très difficile de poser un coût de construction sur un projet de rénovation. Mais en phase 2, tu peux déjà dire, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez tout rénover? Ok. Je vous calcule combien ça va coûter de tout rénover. Et puis après, s'il se rend compte que c'est au-dessus de son budget ou si c'est au-dessus de son plan financier, si c'est quelqu'un qui veut faire du rendement, et on dit, bon, peut-être qu'on ne rénove pas les cuisines. Peut-être qu'on garde le sol tel qu'il est. Et puis peut-être qu'on se concentre sur vraiment l'essentiel, c'est-à-dire la réno énergétique, on va dire l'enveloppe du bâtiment. Mmh. Et puis sur cette phase 2, justement, il y a un peu un échange qu'on a avec le maître d'ouvrage où on dit, bon, voilà, ok, je vais pouvoir me permettre de rénover les façades, de réisoler mon toit, de changer ma couverture, de refaire mes fenêtres, de peut-être changer ma pompe à chaleur, et c'est tout pour cette étape-là. Voilà. Okay. Et ensuite, après, ils vont de l'avant phase 3, et puis ils développent ce projet de cette manière-là. À la louche, du coup, pour une villa qu'on rénove entièrement, ouais. Mais là, du coup, on fait l'intérieur-extérieur. Ouais. Mais standing moyen, normal, hein, n'est pas... C'est combien ça coûte par mètre carré de surface de plancher? Je sais pas, j'en sais rien. Ah ouais. Ça dépend. Okay. Ouais. C'est hyper variable en fait. C'est très difficile de poser un chiffre. Mais est-ce qu'on s'en sort? Ça veut dire, tu vois, si on prend une villa par exemple 200 mètres carrés, est-ce qu'on s'en sort à 400 000 francs de rénovation? 2000 francs de mètre carré. Ça dépend de tes ambitions. En fait, si tu veux tout rénover, la meilleure réponse que je vais pouvoir te faire, c'est Edouard, donne-moi juste les plans de la maison. Ouais. Tu me donnes une journée, je te calcule le coût de la réno complète. Tu me dis si ça rentre ou pas dans tes objectifs. Et puis si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, on fait des variantes. Bon, on a fait la phase 2, la phase 3. Qu'est-ce qu'il y en est de la phase 4 maintenant? Alors la phase 4, donc bonne nouvelle, tu as eu ton autorisation de construire, bravo. Grosse étape de fête. Ouais, tout à fait. Donc maintenant, il va falloir trouver des entreprises pour construire ton projet. Donc là, tu as deux types d'entreprises. Soit tu diriges vers une entreprise générale qui va s'occuper de tout ton projet de construction. Donc tu construis ce qu'on appelle un appel d'offres d'entreprise générale. Tu consultes Suisse Rock, Steiner, HRS, Implenia, Edifia, tous les Bâtivert, toutes les EG de la place. Et puis tu fais ton comparatif, tu auditionnes tout le monde. Avant ça, tu t'assures que ton dossier soit complet, que tu aies fait toutes tes études techniques, c'est-à-dire ton rapport géotechnique, ton bilan thermique, ton étude acoustique, ton prédimensionnement de structure, tes préétudes CVS, etc. Pour pouvoir donner suffisamment d'informations à ces entreprises générales pour qu'elles puissent te chiffrer le bâtiment dans de bonnes conditions et qu'elles te rendent une offre, on va dire, sans réserve. Et ensuite, tu choisis ton entreprise générale et puis tu lui donnes le feu vert pour construire. Ou alors, tu pars en lot séparé, très souvent avec ton architecte. Tu vas lui confier la mission de direction de travaux. Et puis, tu vas demander à ton architecte d'organiser des appels d'offres pour choisir une boîte de travaux spéciaux, un terrassier, un maçon, un électricien, etc. Donc le bureau d'architecte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir des cahiers de soumission, c'est-à-dire qu'il va il va éditer des descriptifs de chacun des CFC que compose ton ouvrage, et puis il va faire un appel d'offres à 4, 5, 6, 7 entreprises du coin, ou en tout cas celles avec qui le maître d'ouvrage aime bien travailler, et l'architecte également.
Et puis, il va te donner à toi, maître d'ouvrage, des tableaux comparatifs. Et puis, toi, maître d'ouvrage, tu vas... Alors, lui, il va te conseiller. Voilà, je vous conseille de travailler avec telle entreprise ou telle entreprise. Et puis, toi, tu vas choisir ton entreprise. Et puis, tu vas choisir toute ton équipe d'entreprise, finalement. Puis après, tu vas lancer l'opération de construction. Alors, c'est quoi le moins cher entre l'architecte et l'entreprise générale, ou l'architecte et les soumissions de l'architecte? C'est quoi le moins cher? Je dirais que le prix est à peu près égal. Ok. C'est plus une volonté de... Enfin, le choix entreprise générale ou lot séparé, c'est plus une volonté souvent du promoteur. Okay. Soit il se dirige vers une entreprise générale parce qu'il veut un peu se faciliter les choses et puis il veut être moins mêlé, on va dire, à l'opération de construction. Soit c'est un maître d'ouvrage qui foncièrement est encore attaché, et a raison, à son projet immobilier, et il veut le suivre jusqu'au bout. Alors à ce moment-là, très souvent, il part en lot séparé, et avec son architecte, il aura une action, on va dire, sur son ouvrage jusqu'à la livraison. Il sera plus impliqué, ouais. Okay. Tu as raison. Et à quel moment il faut passer par une ET pour faire la totalité? Alors, est-ce que toutes les entreprises générales font l'entreprise totale ou... Ouais, ça c'est une bonne question. ETEG, alors dans quel cas tu pars en ET, dans quel cas tu pars en EG? La question elle est très intéressante. J'ai envie de dire que historiquement, le contrat d'entreprise totale, c'est pas ce qui se fait souvent en Suisse, mais il devrait démarrer en phase 2. Ça veut dire que si toi, Edouard, tu es promoteur immobilier et puis que tu veux développer une parcelle, et tout de suite, au stade de l'étude de faisabilité, déjà, tu vas impliquer une entreprise totale. Tu vas dire, voilà, écoutez, faites-moi le travail qu'a l'habitude de faire l'architecte, c'est-à-dire faites-moi le gabarit de construction et accompagnez-moi jusqu'à la dépose d'autorisation de construire. Et ensuite, on continue ensemble pour la construction. C'est très rare que les projets se passent comme ça en entreprise totale. Très souvent, le maître d'ouvrage ou promoteur construit une équipe de mandataires jusqu'à la dépose d'autorisation de construire. Et ensuite, il demande à des entreprises générales de prendre la responsabilité, on va dire, en entreprise totale sur tout le travail de conception qui a été fait depuis la phase 2 jusqu'à la phase 3.33. Donc là, l'entreprise générale, elle prend quand même des risques. Alors je dis l'entreprise générale, l'entreprise totale prend des risques parce qu'elle n'a pas participé, on va dire, à toutes ces phases-là de développement. Donc du coup, elle n'a pas, on va dire, l'œil pour savoir si ce projet a bien été développé ou pas, elle n'a pas tout l'historique du projet. Donc elle s'expose à pas mal de risques. Et souvent, ça amène à des conflits entre une entreprise totale qui se retourne contre un promoteur parce qu'il y a des erreurs de conception qui ont été faites, puis le promoteur dit attends, entreprise totale, oui, mais je n'ai pas participé au projet de développement. Donc souvent, ça crée un peu des conflits. Le plus simple, ce serait de se dire qu'à partir du moment où toi, Edouard, promoteur, tu as été jusqu'à l'autorisation de construire avec ton équipe de mandataires, par notre entreprise générale par la suite, parce que la responsabilité de la conception, c'est ta propre responsabilité. Okay. Donc voilà les différences contre ETEG. L'entreprise totale, au final, ça se fait plutôt. L'entreprise totale se fait plutôt quand elle-même, au final, qui achète le terrain et qui développe elle-même. Donc là, elle est impliquée de zéro et voilà. Ou quand elle co-développe. Tout à fait. D'accord. La différence donc entre ces deux contrats, donc ETEG, donc là on part soit en entreprise totale ou générale, et le fait de partir en lot séparé, finalement, la question est là, c'est quelle implication toi tu vas avoir en tant que maître d'ouvrage sur ton projet immobilier. Est-ce que tu veux un peu rester en retrait, donc là tu vas partir avec une EG, ou est-ce que tu veux continuer à t'impliquer, là tu pars avec ton architecte. Les deux fonctionnent très bien. Et là où, avec The Economist, nous, on intervient souvent en phase 41 auprès des ET, où souvent, alors, toutes les entreprises totales ou toutes les entreprises générales ont des bureaux d'études, mais très souvent, ils sont débordés, ils n'ont pas toujours le temps de préparer leur concours. Donc, des fois, ils font appel à nous pour leur calculer les coûts de construction en phase 41 de concours d'entreprise générale. Et avec les bureaux d'architectes, on les aide dans l'établissement des documents de soumission. Typiquement, si tu as un appel d'offres
démolition à faire ou de gypserie peinture, et ben, on établit cahier des charges selon le descriptif de l'archi. On calcule quantitatif, on s'occupe de faire les consultations aux entreprises, on fait les tableaux comparatifs, on donne ça à l'architecte adjuge, choisit son entreprise avec le maître d'ouvrage, et après on s'occupe d'établir le contrat qui va avoir lieu entre le maître d'ouvrage et puis l'entreprise de construction. Donc, Ok, voilà. parfait. Donc phase 4, construction. Appel d'offres, Oui, appel d'offres, pardon. Phase 5, construction, on a adjudication et construction. tout à fait, Ok. t'as tout compris. Et puis combien de temps ça dure ça? Eh ben, ça dure, alors on va parler de la phase 5, Ouais. pour construire. Pour mon immeuble résidentiel de 10 appartements. Pour ton immeuble résidentiel de 10 appartements, allez, si tu n'as pas de travaux spéciaux, 18 mois. Si tu as des travaux spéciaux, compte 20 mois de construction. Ok. Donc c'est D'accord. pas, finalement, c'est pas la phase la plus longue. Quand tu Non, quand tu ouais. quand tu C'est la prends mise à en l'enquête compte- la plus longue. Ouais, L'autorisation de Ouais. construire. ça peut durer ouais. 10 mois ou 10 ans. Non, mais la phase 3 est souvent assez longue parce que tu fais des allers-retours pour vraiment peaufiner ton projet. Ouais, complètement. Et puis phase 6, exploitation. Donc là, la The Economist a disparu. Là. Voilà. Ah, vous êtes plus là. Ouais. Ok. On disparaît jamais, mais on est toujours là en soutien. On répond au téléphone quand il y a des questions. Ouais. Mais on n'a plus Bon. vraiment de mission concrète. Bon, magnifique. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les phases de la Oui. construction. Merci infiniment pour le partage d'expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire? Je ne pense pas. Non. On a fait un point assez complet, je veux dire, de toutes les phases. Absolument. En tout Bon. cas, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de parler de l'économie de la construction ici à Vevey. Merci beaucoup. Merci à toi. Et c'était très intéressant, très technique et c'est top. Avec Merci plaisir. infiniment. Bonne suite. Hein. Salut Edouard.